Au sommaire de ce journal, la Banque ouest-africaine de développement et l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA ont signé un protocole d'accord, un acte qui permet de booster le marché financier de la zone économique et monétaire ouest-africaine. Et vous le verrez dans cette édition, pour célébrer ses 20 années au service de la population ivoirienne, l'intelligent d'Abidjan a initié des journées forum. La première journée a eu pour intervenant le ministre Mamadou Touré. Et l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a aussi célébré ses 20 années d'existence. Comment cela s'est-il déroulé? Plus de précisions dans ce journal. Et vous êtes sur la chaîne Utile et c'est l'heure du journal. Bienvenue, madame, monsieur. La Banque ouest-africaine de développement et l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation de la zone UEMOA ont signé ce mercredi à Abidjan un protocole d'accord. Ce partenariat qui porte sur 5 points dont les échanges de compétences, l'accompagnement dans la lutte contre le changement climatique et la structuration conjointe de financement permettra de booster le marché financier de la zone économique et monétaire ouest-africain, nous disent Konena Norgo et Maru Seri. Après plusieurs discussions, la Banque ouest-africaine de développement et l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation ont finalement convenu de formaliser leurs relations à travers un protocole d'accord signé ce mercredi 13 septembre 2023 à Abidjan entre le vice-président de la BOAD chargé des financements et investissements et la présidente de l'APSGI. Ce partenariat permettra de booster et dynamiser le marché financier de l'UEMOA. Ce partenariat-là se veut un cadre collaboratif pour nous permettre de mieux organiser les relations que nous avions déjà et être en tant qu'institution financière de développement de notre zone, être un levier important de la mobilisation de la finance climat au profit de nos États. À travers ce mémorandum d'entente, les deux institutions entendent collaborer mutuellement sur 5 axes. Il s'agit de l'identification, la préparation et l'évaluation de projets, la structuration conjointe de financement et le développement d'une offre conjointe de conseil financier. Ce partenariat qui se veut gagnant-gagnant entre la BOAD et la PSGI va également s'étendre sur l'échange de compétences et d'expériences en matière de promotion de projets visant à lutter contre les changements climatiques. Il faut des investissements dans le cadre de la transition énergétique, dans la décarbonation des actifs. Et c'est à cet effet qu'il faut mobiliser des ressources internationales. Et la BOAD a développé une expertise dans ce domaine-là. Et il est de notre rôle d'accompagner les États membres de l'UEMOA. La BOAD est un acteur majeur du marché financier. Les SGI également sont des acteurs majeurs du marché financier. Aujourd'hui, les SGI sont des acteurs, je dirais même les acteurs clés de ce marché, parce que les SGI contribuent justement au développement de ce marché et également à lever des fonds et à financer l'économie de nos États. On est aujourd'hui 35 SGI à travers toute la zone UEMOA. On a une bonne concentration des SGI en Côte d'Ivoire. On le disait tout à l'heure, les SGI à elles seules ont levé depuis le début du marché plus de 19 000 milliards de francs CFA. Donc on se connaît, la BOAD est aussi bien un investisseur qu'un émetteur de référence. Donc nous sommes bien convaincus de l'expertise aussi bien des SGI que de la BOAD. Créée en 1973, la Banque ouest-africaine de développement BOAD est l'institution commune de financement du développement des États de l'Union monétaire ouest-africaine. Quant à l'association professionnelle des sociétés de gestion et d'intermédiation, elle a été créée le 3 décembre 1998. Organe de représentation des sociétés de gestion et d'intermédiation des 8 pays de l'UEMOA, elle compte à ce jour une trentaine de sociétés. Une célébration qui sort de l'ordinaire, c'est bien ce que le média L'Intelligent d'Abidjan nous donne de voir en organisant son anniversaire autrement. 2003-2023, cela fait 20 ans qu'il existe. Et pour célébrer ces années au service de la population ivoirienne, L'Intelligent d'Abidjan a initié des journées forum. Ce mardi dernier, à l'université de Cocody, la lucarne était dédiée à la jeunesse avec comme speaker le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. C'est une tribune d'échange qui a favorisé des débats constructifs entre le ministre Mamadou Touré et les participants autour du thème civisme, citoyenneté et immigration clandestine. Les actions entreprises par l'État et les perspectives d'avenir pour remédier à ce fléau
ont été présentés par le représentant de la jeunesse au gouvernement à quelques mois de la fin de l'année dédiée aux jeunes et dans un contexte de célébration des 20 ans du journal L'Intelligent d'Abidjan. D'abord, de par ma présence, apporter tout mon soutien, ma solidarité au journal L'Intelligent d'Abidjan et à son président. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. Alors, l'année de la jeunesse prend fin, mais les actions pour les jeunes continuent dans le cadre du PGGO jusqu'en 2025. Ce que nous avons dit, c'est qu'à date, nous avons près de 200 000 jeunes déjà qui bénéficient donc de différents programmes liés à la formation et à l'insertion professionnelle. Nous allons amplifier donc ces initiatives. Pour cette première journée de la célébration de son 20e anniversaire, l'Intelligent d'Abidjan l'a consacré à la jeunesse. Toujours dans son rôle et sa responsabilité de créer un cadre d'échange entre les populations et les pouvoirs publics, le média L'Intelligent d'Abidjan se dit fier de son parcours et garde son ambition de relever les prochains défis. Satisfaction et puis une fierté d'avoir réussi ce parcours-là, mais en même temps, perception du défi, parce que les enjeux sont encore nombreux. Mais cette initiative, parce que d'abord, c'est l'année de la jeunesse, on ne pouvait pas faire les 20 ans sans parler de cela. C'est la Côte d'Ivoire qui vibre en entier au rythme de la jeunesse. Donc nous, on est au cœur de cette Côte d'Ivoire depuis 20 ans, on ne pouvait pas y échapper. L'innovation apportée à l'occasion d'un tel événement est remarquable. Des journées thématiques sur la sécurité sociale et citoyenne, l'habitat et la place de la femme dans les médias vont meubler la célébration des 20 ans d'existence de l'Intelligent d'Abidjan. L'association professionnelle des transformateurs industriels de cajou est en assemblée générale ce week-end à Abidjan. Une rencontre qui visait le renforcement des capacités des membres de l'association sur les mécanismes de transformation de la noix de cajou et la politique d'industrialisation de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ismaël Doza pour le point. Seconde source de devises du secteur agricole après le cacao en Côte d'Ivoire, la filière anacarde enregistre depuis quelques années de nettes améliorations au niveau de sa transformation locale. Des progrès qui poussent les acteurs de la chaîne de valeur de transformation du cajou à se mettre à niveau, notamment ceux de l'association professionnelle des transformateurs industriels de cajou, APROTIC, réunis pour un renforcement des capacités. Au cours des travaux, producteurs coopératifs et transformateurs de cajou ont été invités à mieux s'approprier leur métier afin d'en tirer les meilleures parties. Et pour le président de l'APROTIC, cela passe par la formation. En fait, il y a l'environnement aujourd'hui en fait, de la transformation qui est difficile aujourd'hui avec les cours mondiaux qui sont des plus bas. Okay. Mais pour pouvoir en plus redresser la barre d'un environnement pareil, il faut des personnes compétentes. Très important. Compétentes à plusieurs niveaux. En termes de connaissance du marché. Connaissance du marché, c'est clé, puisque c'est un produit, en fait, la valeur ajoutée. Jusqu'à aujourd'hui, nous en sommes encore au premier niveau de transformation. Et le premier niveau, puisque la valeur ajoutée est faible, il faut vraiment en tirer le maximum déjà. Déjà, en tirer le maximum, c'est-à-dire en ayant en fait les marchés appropriés et non pas brader nos produits au premier venant, du fait de la mauvaise connaissance du marché. Taïrou Sanogo a présenté plusieurs projets, dont celui de la création d'une académie de cajou, qui permettra de répondre aux besoins de formation et d'identifier les problématiques encore méconnues du secteur. Tout un ensemble d'actions qui, pour les acteurs de la filière, tombent à point nommé. Ce que je retiens, c'est que c'est l'union qui fait la force. Nous sommes un peu dispersés. Si nous transformons seuls dans notre coin, c'est compliqué. En assemblée, on prend des décisions, on fait des plannings. Et si c'est vraiment respecté, ça permettra à la transformation de grandir, de gagner du terrain. Créée il y a de cela 3 ans, l'association professionnelle des transformateurs industriels de cajou, APROTIC, vise le rassemblement de tous les transformateurs et porteurs de projets exerçant sur le territoire national. L'organisation travaille à promouvoir la transformation industrielle des coproduits du cajou et ses dérivés et milite pour porter la capacité de transformation des cajou à la hauteur de la production nationale. Intéressons-nous à présent à la direction centrale du programme élargi de vaccination qui a accueilli ce mardi la cérémonie de remise de matériel de vaccination.
Un don estimé à près de 350 millions de francs CFA du gouvernement américain à travers l'USAID. Le but de ce don est de renforcer les capacités logistiques de la direction centrale du PEV dans les régions et districts sanitaires de Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Maru Seri. Ce don est composé de 50 réfrigérateurs TCW 2000 AC, de 200 porte-vaccins et de 300 glacières RCW 12 CF, le tout estimé à 350 millions de francs CFA. Un don du gouvernement américain à travers l'agence USAID pour renforcer les capacités logistiques de la direction centrale du programme élargi de vaccination DCPEV et permettre de conserver des vaccins afin de vacciner les populations dans les coins les plus reculés du pays. Cette action marque l'engagement du donateur à vouloir accompagner les efforts du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle dans sa lutte contre le Covid-19 et les autres maladies. USAID vient au secours du pays en apportant cet appui important pour renforcer disons, la logistique au niveau des districts sanitaires, parce que ces équipements que vous voyez ici ne sont pas des équipements qui vont rester au niveau central au PEV, mais qui vont aller dans les centres de santé pour renforcer qu'on appelle la logistique au niveau local, pour que nous puissions conserver les vaccins et pouvoir offrir la vaccination autant aux adultes dans le cadre de la Covid-19, mais aussi dans la vaccination des enfants. Les ambitions du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les maladies endémiques sont claires. Il veut pouvoir vacciner la jeune cible des enfants de 0 à 23 mois. Aujourd'hui, l'urgence Covid a pris fin, donc nous devons reprendre les choses là où on les a laissées. L'USAID est l'un des partenaires importants du gouvernement ivoirien dans le domaine de la santé. L'agence lui a apporté depuis le déclenchement du Covid de l'assistance et des vaccins. Ce don a été remis par son représentant pays par intérim, Yves Corré. Parlons à présent de célébration de l'excellence. Les Marie-Laure d'Ivoire et la Mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes ont organisé à l'Ivoire Trade Center le lancement de la 2e édition du prix d'excellence Marie-Laure d'Ivoire et de la diaspora. Cette édition a tenu toutes ses promesses, nous relate Djekou De Silva, Richard Akeke dans un commentaire de Konena Nourgo. Récompenser les Ivoiriens de l'étranger qui se démarquent par leurs compétences, leurs mérites. Ils se distinguent brillamment dans leurs différents domaines de compétences, contribuant de façon exceptionnelle au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Ils sont dans tous les domaines, l'industrie, l'économie, la culture, la recherche ou l'entrepreneuriat. Pour cette 2e édition, 10 lauréats seront récompensés. Et la cérémonie aura lieu le 18 novembre 2023 à Bruxelles. C'est la journaliste émérite Marie-Laure Ngoran de la RTI ainsi que Robert Karl, empereur, directeur général de la dite mutuelle, des familles des diasporas ivoiriennes qui ont décidé de mettre sur pied cette cérémonie de distinction. L'objectif, je vais les résumer en 2 grands points. Premièrement, promouvoir notre pays, la Côte d'Ivoire, et reconnaître les talents exceptionnels de nos frères et sœurs de la diaspora. Cette année, il y a un partenaire qui a décidé d'offrir une mission de prospection à des lauréats de l'édition 2023. Ils viendront en Côte d'Ivoire. Il va prendre en charge leur billet, leur séjour, afin qu'ils puissent venir prospecter le pays et voir comment investir au plan économique. Le lancement de cette 2e édition a été rehaussé par la présence des partenaires. La diaspora pour nous est une cible importante dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire et une cible pour nous accompagner dans la promotion de la destination. Ce sont des ambassadeurs naturels de la promotion de la destination Côte d'Ivoire et c'est tout à fait naturellement que l'Office du tourisme accompagne les Marie-Laure d'Ivoire, dont l'un des objectifs est de sublimer la destination Côte d'Ivoire. Vous savez que tout ce qui touche la diaspora me touche de près, puisque je suis à la tête d'une commune cosmopolite. À ce titre, j'ai été vraiment très ravi
de parrainer ce grand événement, cette cérémonie de lancement de la deuxième édition je dirais, des ébonies de la diaspora. À ce lancement de cette deuxième édition, une artiste bien connue, Uyeloutoua Delphine Suzanne, connue sous le pseudonyme de Lou Suzanne Nazou, génitrice de la présentatrice Marie-Laure Goran. Elle a confié sa fille à toute l'équipe et aux partenaires ainsi qu'à l'Éternel Dieu à travers une chanson reprise par les invités à cette cérémonie de lancement de la deuxième édition du prix d'excellence Marie-Laure d'Ivoire de la diaspora. Et un mot religion dans cette édition, cette fois aussi parlons de célébration. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a célébré ses 20 années d'existence. C'était le lundi dernier au cours d'une messe organisée au siège de l'Institut à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo. Une action de grâce qui fut l'occasion pour les responsables de l'ICMA de faire le bilan de ses 20 ans d'existence. Walter Kofi et Augustin Kra. L'école de formation théologique basée en Côte d'Ivoire, dénommée Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, a 20 ans. Un anniversaire que les dirigeants de l'institution ont tenu à célébrer par une messe marquant les noces de porcelaine de l'ICMA. Une action de grâce qui a réuni le corps de l'Église et les responsables de l'institution qui se sont donné l'occasion de revenir sur le parcours de ces 2 décennies. Une année jubilaire que le Seigneur nous donne la grâce d'ouvrir avec cette rentrée académique. Notre jubilé de porcelaine va se décliner en 3 étapes. La première, c'est l'ouverture, bien sûr. Et la seconde étape, c'est le 9 décembre où nous aurons à vivre et faire un bilan et organiser des ordinations diaconales au sein de l'Institut. Et ce serait pour nous l'occasion aussi d'honorer les anciens, tous ceux qui sont passés à l'ICMA ici, et de vivre un moment avec eux, échanger pour projeter l'avenir de l'Institut. Avec pour thème 20 ans de l'ICMA, bilan et perspectives, une conférence inaugurale animée par le père Paul Hénine, ex-recteur de l'institution, a permis de redéfinir la mission et la vision de l'organisation. C'est pour moi une occasion d'exprimer ma gratitude au Seigneur de faire partie de cet institut. Cette année marque les 20 ans d'ouverture de cet institut qui était déjà d'abord le CFMA, le Centre de formation missionnaire d'Abidjan, et en quelques années est devenu un institut supérieur. L'ICMA, Institut missionnaire catholique d'Abidjan, situé dans la commune d'Abobo, a été fondé en septembre 2004 et accueille près de 300 étudiants et une trentaine de congrégations religieuses. L'institution se veut un lieu de formation pour les témoins de l'Évangile engagés dans le renouveau du continent africain. Elle offre une formation philosophique et théologique enracinée dans la doctrine de l'Église. Un mot de culture dans ce journal et nous vous conduisons à Tanda, précisément dans la sous-préfecture de Tiédio, où l'ONG Goussegé a organisé la 6e édition de l'Angobia Festival, événement culturel et traditionnel qui met en relief la danse traditionnelle et la culture de la province Angobia, qui est l'une des provinces du royaume Bron. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant dans la région du Gontogo. Les fils et les filles de Tiédio, localité située à 15 km de Tonda, dans la province Angobia, se sont réunis pour l'Angobia Festival. Ce festival qui met en relief plusieurs danses qui tendent à disparaître, mais aussi à promouvoir la culture de la province Angobia. Nous avions remarqué que notre patrimoine culturel bron était pratiquement en voie d'affaiblissement. Alors, l'organisation de ce festival se veut une réponse, une manière pour nous d'arrêter cette hémorragie, de sauvegarder, de protéger, de pérenniser notre riche patrimoine culturel. Ce festival s'est voulu une ouverture sur le monde, d'où des danses traditionnelles, invitées spéciales, le Wembele, venu tout droit de la cité du Poro à Korogo, et la danse guerrière des ébriers d'Abidjan, qui ont ébloui les spectateurs.
6e édition de l'Angobia Festival s'est tenue en présence du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, fils et cadre du Gontogo, qui avait à ses côtés d'éminentes personnalités, accompagnées des autorités traditionnelles, notamment le chef de la province Angobia et le chef suprême des Koulongo. Tous ont salué l'ONG Goussege, initiateur de l'Angobia Festival pour la promotion de la culture de la province. Je suis heureux d'être ici et je crois que les prochaines fois, nous allons faire en sorte que l'Angobia Festival connaisse davantage d'ampleur. Et c'est pour cela que j'ai interpellé les organisateurs pour que nous puissions nous retrouver, nous accorder et voir comment nous pouvons faire endosser cela par le gouvernement. L'Angobia Festival a été également une tribune pour démontrer aux participants comment se déroulent les funérailles en pays bran, tout comme comment se présente le mariage en pays bran. C'est environ 6000 spectateurs qui ont assisté à cette 6e édition de l'Angobia Festival autour du thème « Sur les traces des brans de Côte d'Ivoire ». Et prenons la direction de Touba, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, où a eu lieu la première réunion du comité d'évaluation des activités du Mont Sangbe. Au cours de cette réunion, le colonel Kwame Ndri Pascal s'est dit satisfait des résultats des activités menées dans ce parc. Il a saisi l'occasion pour féliciter les agents et les différents comités villageois de préservation. Théodore Kanga. Les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR et les membres du comité local de gestion du parc du Mont Sangbe se sont réunis récemment à Touba pour évaluer les activités menées en vue de la préservation de ce patrimoine national. Ils ont également planché sur les techniques pour mettre définitivement fin aux activités des braconniers. Nous avons, au terme de l'évaluation de la matrice, constaté que nous sommes à un taux de réalisation de 64% sur 69% de prévu. Et donc, ça nous donne une performance de 93%. Alors, ce résultat est assez satisfaisant pour le premier semestre parce qu'il montre que tout ce qui a été planifié a été réalisé de manière effective. Les différents membres des comités villageois pour la conservation du parc venus à cette rencontre ont salué les mesures prises pour mieux conserver cette forêt naturelle. Mais le parc reste pour nous. Ce n'est pas tous les retombées que vous venez de parler. Les retombées plus importantes aujourd'hui, c'est la pluviométrie. Chacun crie de ça. Alors que si une partie de notre côté est déjà forêt, je sais qu'en pluviométrie, ça va faire des retombées. Ces retombées-là, après, on va calculer où. Alors, ce que tu fais, c'est là que tu gagnes. Le représentant du conseil régional du Tonkpi a pour sa part indiqué que très bientôt, le parc national du Mont Sangbe sera un lieu d'écotourisme. Au niveau du conseil régional du Tonkpi, nous avons identifié le parc national du Mont Sangbe comme un élément pour servir d'écotourisme. Alors pourquoi cela? Nous avons le parc national du Mont Sangbe en partage avec 2 autres régions. Mais il se trouve que nous avons les 2 tiers du parc. On s'est dit que c'est nous qui avons ce parc. Développer les activités écotouristiques, ça permet pour nous de détourner l'attention des populations riveraines de ce parc-là pour éviter les activités entreprises, les activités des hommes qui agressent continuellement ce parc-là. Notons que le parc national du Mont Sangbe est à cheval entre les régions du Tonkpi, du Bafing et du Worodougou. En image à présent, les dirigeants du G20 veulent accélérer les efforts visant à tripler la capacité mondiale en matière d'énergie renouvelable d'ici à 2030, conformément aux recommandations de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Dans un rapport, l'agence estime que le monde doit tripler sa capacité de production d'énergie renouvelable pour garantir un peu plus de 11 000 gigawatts d'ici à 2030, afin de maintenir la possibilité de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Le G20 cite également un rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables qui estime à plus de 4 000 milliards USD les investissements annuels nécessaires d'ici à 2030. La production pétrolière du Nigeria a été plus performante au terme du mois d'août 2023 par rapport au mois précédent.
C'est ce que révèlent les données publiées récemment par la Nigerian Upstream Petroleum Regulatory. Selon ces chiffres, le Nigeria a produit environ 1,4 million de barils jour de pétrole brut sur cette période, dépassant ainsi la production d'environ 1,3 million de barils jour réalisée à l'issue du mois de juillet. Cette augmentation est attribuée aux mesures initiées par la nouvelle administration fédérale, notamment en matière fiscale. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.